Personne ne nie aujourd'hui que Nicolas Dupont-Aignan, qui n'était pas forcément celui qu'on attendait le plus, il y en a qu'on attend encore, hein, qui devait arriver dans l'entre-deux tours, on les a toujours pas vus. Il n'a pas manqué de courage, il n'a pas manqué de loyauté, Nicolas Dupont-Aignan, bien sûr, mais il l'a fait non pas pour, je pense, un retour d'ascenseur. Si Nicolas Dupont-Aignan l'a fait, c'est parce qu'il considérait que notre projet était le plus bénéfique à notre nation et à notre peuple, et parce qu'il était en accord avec ce que nous défendions. Bon, la question des européennes. Moi, je suis le premier à regretter que Nicolas Dupont-Aignan fasse cavalier seul. Avant l'idée européenne, il y a l'Europe. Si vous voulez, c'est quand même le problème, c'est qu'on est face à une usurpation. C'est-à-dire qu'on a des gens qui nous font croire que l'Europe a 60 ans. C'est-à-dire l'Europe est née du traité de Rome. Moi, je crois plus qu'elle est née de la Rome impériale. Il y a 30 000 ans. Je crois 30 000 ans ou 3 000, selon si on est lecteur de Vénère ou autre. Je crois que l'Europe, c'est, si vous voulez, davantage la démocratie athénienne que la technocratie bruxelloise. Oui, d'accord. Voilà. Je crois que l'Europe, c'est davantage les navires de la bataille de Lépante que ceux de SOS Méditerranée. Oui. Et donc, du coup, que c'est davantage Salvini ou Orban que Moscovici ou Juncker. Voilà. Donc, l'Europe, elle n'a pas attendu l'Union européenne. L'Union européenne, d'une certaine façon, a usurpé. Et d'ailleurs, en allant bien souvent contre les principes même de l'Europe. Parce que si... On va pas faire une histoire, mais le principe de la démocratie, les États-nations même, la liberté des peuples, etc., c'est des idées à nous, nées chez nous, nées en Europe, et qui sont totalement bafouées aujourd'hui par l'Union européenne. Le communautarisme, c'est la vision de la société d'Emmanuel Macron. Il pense comme ça. Et c'était assez clair dans son projet présidentiel. Hein. Il a cette vision-là de la société. Ils sont actuellement, vous avez vu, il dissémine comme ça les petits éléments de langage pour nous expliquer qu'il faut que la religion rattrape son retard. C'est un concept. C'est-à-dire qu'on considère qu'en fait, ici, à un moment, c'était un terrain vague. Et puis on arrive, et puis oh, attends, faut que tu rattrapes ton retard, les uns les autres comme ça. Et donc il faudrait, vous avez suivi tout ça, adapter la loi de 1905 pour permettre qu'on érige davantage de mosquées, pour le dire assez simplement. Mais honnêtement, hein, ils s'ennuient pour rien, parce que les élus locaux, c'est vrai, y arrivent déjà très bien. Et Christian Estrosi, y arrive très très bien. Lui, il a décidé, alors pour l'instant il n'a pas encore réussi à en construire une, il donne des locaux municipaux aux mosquées. Et c'est ainsi qu'à Nice, il a installé dans 2 locaux municipaux des mosquées de l'Union des organisations islamiques de France, c'est-à-dire les frères musulmans. Et moi, j'ai même eu... Je ne sais pas si c'est pour l'UOIF ou pour Estrosi, ça peut faire double emploi. J'ai eu l'occasion, moi, de le faire condamner pour une de ces mosquées, donc installée dans des locaux municipaux, parce qu'il avait, c'est quand même assez cocasse, il leur louait à 350 €. Et en fait, on avait fait évaluer le loyer à 1 500 €. Vous voyez, c'est en plein centre de Nice, hein, c'est quand même un petit peu cher. Et donc, j'ai fait condamner la municipalité, pour être précis, pour atteinte au principe de laïcité et subvention déguisée. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est d'ailleurs parce que, après tout le débat politique, je peux venir ici et vous dire, Estrosi, c'est terrible, il aide le communautarisme, etc. Mais ça, c'est une décision de justice. Ils n'ont pas fait appel. Ils n'ont pas fait appel. Il a aussi subventionné au conseil municipal les jeunes musulmans de France. C'est l'association de jeunesse de l'UOIF. C'est le FNJ de l'UOIF. Et les a subventionnés au conseil municipal, en toute souplesse. Vous avez aussi une vidéo que vous pouvez retrouver où il visite la grande mosquée de l'Ariane. Parce que le débat, c'est toujours de dire il n'y a pas de grande mosquée à Nice. Il y en a une où il y a 800 places. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Et à l'époque, c'est vrai, quand j'avais sorti ce livre au titre romantique, l'imam Estrosi, j'avais sous-titré Demain à Nice, 20 mosquées. Et ben maintenant, c'est Demain à Nice, 21 mosquées. Parce que, entre-temps, ça a continué. J'avais sorti ça en 2014. Et sa dernière, c'est qu'il a octroyé un terrain municipal de 3000 m² dans la plaine du Var pour y construire une nouvelle grande mosquée UOIF. Donc ça y est, on l'aura, la mosquée cathédrale, etc. Ça va mettre quelques temps. Vous savez, avant, dans la plaine du Var, il poussait des tomates. Voilà, Estrosi lui a fait pousser plein de béton, plein d'immeubles, et puis maintenant, une mosquée. Macron, c'était le candidat des ballons roses. Des meetings joyeux, des meetings heureux, là, avec Castaner qui sautille, tout ça. C'était le candidat de la win, hein, c'était le loup de Wall Street, le candidat de la win économique. Il arrivait, il disait, mais Martial, vous voulez une Twingo, vous aurez 2 Twingo. Il disait, mais Caroline, vous voulez le iPhone 9, vous aurez le iPhone 10. Et là, tout le monde, ouais,
bon, c'était ça. Absolument. C'était ça Macron. Et d'un coup, quelqu'un a éteint la lumière. Et au sens, non, oui, vous savez, c'est au sens, ils ont éteint la lumière, Ouais. au sens propre. Hein. C'est On a vu Benalla cette qui faisait l'éclairage. Cette vidéo à l'Élysée, il n'y avait plus d'encre non plus dans l'imprimante, c'était griffonné à la main, le rasoir, il y avait plus, c'était catastrophique. Tout s'effondre. Ce type a tout gagné. Il a tout gagné jusque-là et tout s'effondre. Le chômage, le pouvoir d'achat, etc. Il répond par quoi? C'est l'arrogance, le mépris, le mensonge, parce que c'était le mensonge qui a été déroulé le week-end dernier, c'est l'arnaque écologique. Fake news. Parce que ce qui nous amène sur le terrain écologique, en plus, si on veut bien essayer d'écouter, et franchement, il faut s'accrocher, mais c'est bidon. Il est bidon sur le terrain écologique, parce que tout misé sur la voiture électrique, qui demande qu'on remue les terres rares. Alors voilà, On va reparler des gilets jaunes. Vous allez pouvoir reparler de Ne Macron. mordons pas sur le sujet suivant, qui est le premier reviens. débat Vous allez politique. revenir en deuxième semaine. Macron, on est un peu dans le sauf qui peut là. Il essaye d'endormir, il fait beaucoup de phrases. Quand on a regardé ce dont on parlait tout à l'heure, là, cette espèce d'heure, ce grand laïus, on avait un peu l'impression. C'était long. C'était très long. C'était très long. On est quand même tous d'accord. On avait l'impression un peu d'un type qui faisait un exposé. Genre, j'ai tout compris à la transition écologique et je vais venir vous l'expliquer. Et avec cette arrogance, ce mépris qui fait que forcément, si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'avez pas compris. Donc je reviens vous l'expliquer. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils reviennent la semaine prochaine en mode 2 heures, en disant mais vous avez toujours pas compris. Je reviens vous réexpliquer. Mais on peut continuer comme ça parce qu'à aucun moment ils ne se remettent en cause. Et je le disais tout à l'heure, ils se remettent pas en cause même sur le fond. Parce que évidemment, il y a l'augmentation du prix de l'essence. On nous explique qu'en fait, c'est pas de notre faute, même s'il y a 60% de taxes sur ce qu'on paye à la pompe. Mais il y a le fond dans tout ça. C'est que donc, l'avenir radieux, ça serait la transition écologique. Seul problème, c'est que ce qu'ils nous proposent dans le domaine de la transition écologique, ça ne tient pas tellement la route. En plus du reste. Et qui demande donc des sacrifices énormes, des efforts énormes aux Français. Pour quel résultat? Je commençais à le dire tout à l'heure sur l'histoire de la voiture électrique. On est les seuls à tout miser sur la voiture électrique. Seul problème, c'est que la voiture électrique, sans partir dans trop technique, mais pour notamment la fabrication des véhicules et la fabrication des batteries en particulier, ça demande qu'on ait recours aux métaux rares, aux terres rares. Il nous a dit que c'était pour devenir indépendant, qu'on soit plus dépendant des énergies fossiles. Manque de peau, les terres rares, c'est pas vraiment dans le Larzac qu'il y en a. Donc ça nous met en dépendance avec la Chine. Il y a un vrai problème, on n'a pas encore d'études sur les ondes quand on recharge les voitures. C'est souvent dans des maisons individuelles, etc. On n'a aucun recul là-dessus. Il y a le problème du retraitement. Derrière, du recyclage. Là aussi, on n'a pas de réponse. Après, il nous dit, le truc de l'avenir, c'est les éoliennes. Les éoliennes, ça produit pas assez. Les 3/4 du temps, ça demande quand même de la thermie. C'est pas une solution non plus. C'est quoi la solution? Mais- C'est le tout nucléaire? Non, c'est pas le tout partout. nucléaire, mais c'est de commencer Nucléaire par en pas rate chez soi. expliquer à Jean-Michel Durand dans sa petite voiture individuelle que c'est lui qui pollue la Terre entière, quand dans le même temps, on continue de signer les traités de libre-échange, quand on continue de défendre un modèle économique qui fait qu'on fabrique en Chine pour vendre en Europe et pour recycler en Afrique, c'est-à-dire qu'en gros, on fait produire à des esclaves pour revendre à des chômeurs ou des futurs chômeurs, la solution, c'est quand même de commencer par remettre en cause le modèle qui est le plus polluant. Si Mais vous c'est savez, intéressant de voir que vous êtes membre du lobby du nucléaire. C'est toujours bien Non, de savoir que vous mais êtes membre d'un lobby. la question, c'est pas celle, Ah oui. c'est pas celle du lobby du nucléaire. La question, c'est de Ah se si, poser c'est celle-là. les bonnes questions. Un seul cargo transporteur de marchandises, ça pollue plus que toutes les voitures individuelles françaises. Il y en a 60 000. Il y en a actuellement. Il y a 60 000 super cargos transporteurs de marchandises qui sillonnent le monde. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique, encore une fois, que c'est Monsieur Dupont, Monsieur Durand dans sa voiture, l'artisan avec son berlingot, Le paysan la mère de avec son famille diesel. avec ses 4 enfants, le type qu'on a viré des centres-villes parce qu'il a plus les moyens d'y vivre et qui est obligé, qui est maintenant à 30 km et qui doit revenir y travailler. Donc quand il sait que c'est lui qui est le responsable de la situation écologique, j'ai un doute. Et dans le même temps, si vous voulez, pour reprendre la formule consacrée, aucune remise en cause de ce modèle du libre-échange mondialisé qui est celui qui tue. Qui est celui qui tue et qui épuise notre planète. Là, c'est un discours qu'on pourrait entendre. On est en plus du reste dans le mépris, l'arrogance, le mensonge, en plus dans l'arnaque écologique. Il y a un an, Marine Le Pen s'adressait aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon en disant qu'entre les 2 tours, enfin pour le premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait fait une campagne respectable. C'était ces mots. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il est toujours aussi respectable? Je crois que c'est pas faux. Le problème de la France insoumise, on voit donc il y a ce résultat assez négatif dans les seuls problèmes, c'est que c'est un cartel disparate qui est rassemblé autour d'une personnalité centrale, c'est Mélenchon. Moi, je trouve, vous dites campagne respectable, un type comme Ruffin, par exemple,
Moi, c'est un type que je trouve sincère, que je trouve assez. Il a un admirateur. Voilà. Il a un admirateur. Non, mais C'est la c'est salle. un type que je trouve tout à fait respectable. Un type comme Corbière. Moi, j'ai eu l'occasion de débattre face à lui. J'ai pas. Je sentais qu'il n'allait pas faire l'unanimité. Je partage de pas Corbière, tout. on aime le je vin. partage pas tout. Je partage pas tout avec lui. Je le préfère à sa femme. Mais je pense que c'est aussi un type qui a des convictions, qui est sincère et qui, oui, peut être respectable. Après, si on commence à déborder sur Obono ou Clémentine Autain, là, je passe plus dans la catégorie plutôt insupportable. La réalité, c'est que ce qui se passe aujourd'hui dans la France insoumise, c'est pas qu'un problème de forme, c'est pas que le fait que Jean-Luc Mélenchon est énervé, etc. Il y a une vraie fracture de fond. Absolument. Et on le disait tout à l'heure, cette fracture de fond dans la France insoumise, elle se fait notamment autour de la question de l'immigration, de l'islam, du communautarisme, bref, on va dire de l'identité. Et c'est vrai qu'on cherche, en gros, entre la ligne communautariste, indigéniste, du Parti des indigènes de la République, de Clémentine Autain et Obono, et la ligne républicaine dure, robespierriste de Corbière, on cherche le point commun. Mais cette fracture autour de la question de, disons plus largement, de l'identité, elle est présente dans toutes les formations politiques. Si je prends les deux primaires avant la présidentielle, au PS et à LR. Au PS, on a vu l'affrontement assez violent sur le fond entre Hamon, qui est cette espèce d'incarnation de l'islamo-gauchisme, tout simplement, et Valls, qui est, j'en pense pas beaucoup de bien, mais qui lui aussi est un espèce de républicain sincère, voilà, sur cette ligne. J'aurais pas dit sincère, moi, mais bon. J'aurais pas dit sincère. Encore une fois, j'ai pas une affection. Je sais pas comment on le dit en particulière. espagnol, mais j'aurais pas dit sincère. Voilà. J'ai pas une affection particulière pour Valls. Et d'un autre côté, on avait chez LR, vous vous rappelez, il y avait François Fillon qui avait sorti son bouquin « Vaincre le totalitarisme islamiste ». Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il n'y avait rien qui correspondait au titre dans ce qu'il y avait dedans. Mais pour autant, il avait fait cet acte, il posait un truc assez fort. Et de l'autre côté, il y avait Alain Juppé, vous vous rappelez comment il était surnommé pendant la primaire. Parce que lui aussi, il n'y a pas qu'Estrosi chez LR qui fricote comme ça avec l'UOIF, les frères musulmans. Juppé à Bordeaux, c'est un peu pareil. Et donc, ce sont des questions qui sont assez centrales. Et on voit aujourd'hui, on a eu la prise de distance de Charlotte Girard, qui était quand même pressentie, qui est une personne, une personnalité de la France insoumise, qui était pressentie pour être leur tête de liste aux européennes. Plus de son, plus d'image, elle s'est mise sur le côté. On a la mise sur la touche et aujourd'hui la démission de Georgi Kuzmanovic, qui est l'expression d'une ligne souverainiste, populaire, plus réaliste sur la question de l'immigration, qui a été écarté de la liste des européennes et qui vient de démissionner. Et il n'a pas démissionné en dénonçant le fonctionnement uniquement, mais surtout le fond. Il a lui-même parlé d'une dérive gauchiste et communautariste, et il a révélé notamment qu'on avait une section un groupe d'action, ils appellent ça de la France insoumise, qui avait été brisée, dissoute, pour avoir organisé un débat sur l'entrisme islamiste parmi les syndicats. Et ils sont quelque part là pris au piège de contradictions internes très forte, et je vous invite moi à aller lire sur le site de Marianne, je ne recommande pas tous les jours, la tribune de Georgi Kuzmanovic sur son départ de la France insoumise, qui est extrêmement intéressante, qui dit beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui à gauche.